qui aujourd'hui perpétue. L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Donc, rebonjour Christophe Girard. Je rappelle, nous sommes sur Radio Classique et Public Sénat, que vous êtes un des grands responsables de la mairie de Paris, qu'une campagne s'annonce, que Anne Hidalgo sera la candidate de la gauche et qu'il n'y a toujours pas donc de candidat désigné à droite. Mais c'est sur l'affaire du Conseil constitutionnel évoquée par Guillaume Tabar il y a quelques instants que je voudrais revenir. Est-ce que vous considérez, après l'affaire des 75% et peut-être dans la perspective du mariage pour tous, que le Conseil constitutionnel fait de la politique ? Je pense qu'on a la chance d'avoir en France un Conseil constitutionnel qui s'est réformé. Depuis la présidence de Jean-Louis Debré, on voit bien que cette institution, qui est une sorte de Cour suprême sans en être vraiment une, on va y revenir, a réalisé un certain nombre de travaux et a écouté un certain nombre de demandes et les a traités, puisqu'on est passé, je crois, d'une trentaine de dossiers avant 2007 à plus de 250 sujets traités. Maintenant, c'est une anomalie, puisque ce sont des membres désignés qui siègent. Alors que si vous prenez l'exemple de l'Allemagne, par exemple, où il y a, de mémoire, je crois, 16 membres, ils sont élus par le Sénat et par l'Assemblée nationale allemande, par le Bundesrat et le Bundesstein, c'est ça, voilà. Donc, en effet, ce sont des membres élus. En France, ce sont des membres désignés. Dans le cas, par exemple, de l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, c'est vrai que c'est assez étrange de penser qu'il pourra à la fois saisir le Conseil constitutionnel sur ses comptes de campagne tout en y siégeant. Donc on est bien évidemment dans une anomalie. Donc il fait de la politique, malgré les améliorations apportées par Jean-Louis Debré. Vous considérez peut-être que c'est l'ombre de Nicolas Sarkozy qui plane derrière le retocage des 75% et que ça pourrait continuer. Je vous vois avec une petite moue. Non, moi je pense qu'au contraire, le Conseil constitutionnel doit être plus indépendant, doit être renforcé. François Hollande a raison de vouloir le réformer avec le soutien de Jean-Louis Debré pour que ça devienne en effet une sorte de Cour suprême indépendante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui totalement. Gilles Leclerc. Christophe Girard, concernant le mariage pour tous, au point où on en est aujourd'hui, est-ce que vous considérez qu'il faut absolument un amendement parlementaire sur ce qu'on appelle la procréation médicale assistée pour compléter le projet de loi qui va passer au Parlement ? Apparemment, on n'en est plus tout à fait sûr aujourd'hui. Alors, je ferai d'abord un commentaire général. Je suis un peu abasourdi et triste de penser que la France des Lumières, le pays des droits de l'homme, est à ce point en retard sur les débats de société. Et que l'on voit ressurgir ici ou là de vieux réflexes de repli, de rejet, qui sont à mon avis indignes de la France. Ça, c'est le premier point. Est-ce que ça veut dire que pour vous, l'UMP est homophobe dans cette affaire ? Non, il n'y a pas d'homophobie, là, en l'occurrence. Il y a simplement de vieux réflexes. Les gens, je ne sais pas, ne balaient pas devant leur porte, ne regardent pas le monde tel qu'il est. Ce sont des milliers d'hommes et de femmes homosexuels qui, aujourd'hui, vivent en couple. Ce sont des milliers d'hommes et de femmes homosexuels qui ont des enfants et qui font appel soit à la procréation médicalement assistée, soit à la gestation pour autrui, enfin, qui d'une façon ou d'une autre ont des enfants. Ce sont des familles, ce sont des enfants qui sont dans des écoles. Que dit-on à ces enfants dans les écoles ? On va laisser les enfants dont les parents leur ont appris des insultes homophobes dire à ces enfants, tes parents sont des PD, des gouines, etc. Donc il faut un amendement pour répondre à la question que je vous Tout à fait, il faut, voilà, j'allais vous répondre, Gilles Leclerc, il faut bien sûr un amendement. Et comme l'a dit d'ailleurs très justement David Assouline, co-porte-parole du PS hier, c'est le bon temps politique. Ça n'est pas la même loi, mais c'est le bon temps politique. Car en effet, la procréation médicalement assistée, elle relève, en effet, du Code de la santé. Tandis que la loi, le mariage pour tous, ça relève du Code civil. Mais c'est le bon temps politique pour le faire. Et puis François Hollande... Mais vous regrettez donc que dans le projet initial, cette disposition-là ne figure pas dans le projet de loi voulu par François Hollande ? Non. Je crois que François Hollande est venu avec des propositions, dont celle qui est la numéro 31, d'avoir le mariage pour tous et l'adoption par les couples de même sexe également. Eh bien, maintenant, c'est au Parlement. Il redonne au Parlement la capacité de débattre et de légiférer. Tant mieux. On s'en est tellement plaint précédemment. Mais Christophe Girard, il y a quelques semaines, voire quelques mois, cette affaire, on avait l'impression qu'elle allait passer tranquillement, puisque les Français étaient pour, et c'était dans le programme de François Hollande. Et maintenant, c'est devenu une véritable bataille politique. Et on a même l'impression que les dernières déclarations de Péillon et l'attitude de Mme Belkacem sont en train de précipiter dans les rues des milliers de gens qui, au départ, n'étaient peut-être pas forcément hostiles à cette affaire. Donc, où est l'erreur ? L'erreur, elle est, je dirais, c'est pas une erreur, c'est le problème du calendrier. L'élection des députés, comme vous savez, ils sont en place depuis juin.
Or, c'est le temps consacré qui est trop long, me semble-t-il, puisqu'en effet... Vous dites qu'il fallait le faire tout de suite, plus tôt? Oui, bien sûr. Bien sûr. Écoutez, regardez la dépénalisation de l'homosexualité. Et d'ailleurs, permettez-moi de saluer aujourd'hui l'anniversaire de la mort de François Mitterrand, puisque nous sommes le 8 janvier. Eh bien, 17e d'ailleurs, ça doit être 17 ans. 1981, la dépénalisation de l'homosexualité aura pris 6 mois. Pas plus. Là, c'est un peu long. Moi, je vois pour organiser en mairie, dans la salle des mariages, tous les lundis, la mairie du 4e, des débats avec 3 pour, avec 3 contre et 200 à 300 personnes présentes, que le débat est de bonne qualité. Mais je crois qu'il y a une impatience légitime. C'est un engagement de campagne. François Hollande a dit qu'il le tiendrait, il est de parole. Mais le débat parlementaire me semble un peu trop lent, un peu trop éloigné. À propos de débat, est-ce qu'il faut également que cette question-là soit soulevée au sein des écoles? Après tout, pourquoi pas? C'est un sujet de société. Toute école, publique et privée. Vincent Peillon a dit hier soir, il faut que l'école reste neutre. Comment vous vous situez par Je pense que Vincent Peillon a eu tout à fait raison, parce que ne soyons pas dupes. La lettre qui a été envoyée pour appeler à manifester et être mobilisés dimanche. Moi, j'ai pensé surtout à celles et ceux, jeunes adolescents de 12-13 ans dans les écoles, qui se retrouvent totalement isolés. Si bien évidemment dans les écoles catholiques, les parents poussaient leurs enfants à aller contre et débattre contre le mariage pour tous, on va faire quelques victimes supplémentaires. J'aurais bien aimé que la lettre envoyée dans les établissements catholiques dise « Nous voulons des débats sur l'homophobie ». S'il y a débat en effet sur l'égalité des droits, veillons à ce qu'il y ait un débat renforcé sur l'homophobie. On ne l'a pas lu. Ça n'a pas été écrit, on ne l'a pas entendu. Mais est-ce que vous considérez que Mme Belkacem a fait du militantisme, en tout cas a eu des mots imprudents, en finalement militant pour le texte publiquement dans une école? C'est pas ce qu'elle a fait. Elle a dit c'est un progrès. Elle a dit c'est un progrès. Elle a été invitée pour débattre du thème de l'homophobie, dont elle a la charge. Elle est en charge du droit des femmes. Il y a des liens, vous savez, entre les exclusions, la misogynie, l'homophobie, le racisme et tous les sujets d'exclusion. Elle a été invitée sur ce sujet que l'homophobie. Je vous rappelle également que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault lui avait confié une mission sur l'homophobie. Elle a rempli son rôle. Elle est allée dans les écoles parce qu'elle y était invitée par des associations pour débattre de l'homophobie. Mais alors on est en train de tourner en rond parce que vous-même, vous disiez tout à l'heure, et on l'évoquait avec Gilles, qu'au départ, cette affaire semblait, je dis pas réglée, mais pouvoir être adoptée sans la moindre difficulté. Or là, on se retrouve avec non seulement un problème politique, ça rebooste l'UMP et on se demande s'il va pas y avoir 1 million de personnes dans la rue dimanche. Donc il s'est quand même passé quelque chose qui cloche. Moi, je pense que c'est pas simplement une affaire de calendrier. Si, c'est une affaire de calendrier d'abord. Mais non, parce que à partir du moment où vous avez ce vide et que la droite est plutôt quand même désemparée, et ne s'est pas encore remise de la perte des 2 élections dernières, législatives et présidentielles, bien évidemment mais c'est le sujet qu'elle utilise pour essayer de revenir. Ils font feu de tout bois. Donc, je crois qu'en revanche, il va y avoir à droite des personnalités éclairées, républicaines, qui vont prendre la parole. Car à quoi risque de ressembler la manifestation du 13 ? Est-ce qu'on veut revoir les images de ce qu'on a vu en 1999 avec des pancartes, les PD au bûcher, entre autres ? Est-ce que c'est ça ce que la droite veut dans la rue dimanche, cette image de la République française, 11e pays à légiférer. Mais pourquoi vous ne disiez pas tout à l'heure qu'ils sont homophobes ? Dites-le si vous le pensez. Non, je ne dis pas que la droite est homophobe et que les élus imprudents. Et je ne parle pas des autorités religieuses qui ont dérapé comme Monseigneur Barbarin. Je mets de côté ceux qui ont eu des excès de langage. Hommes politiques, femmes politiques et responsables moraux qui ont en effet dérapé. Mais les responsables, j'entendais Henri Guénaud disant que s'il y avait le moindre dérapage, il sortirait de la manifestation. Mais il ferait mieux de ne pas y aller. Et Jean-François Copé, dont je connais le point de vue à titre personnel, puisqu'il me l'a dit au fil du temps, que je menais un bon combat. Donc ce sont les opportunistes. C'est de l'opportunisme politique et c'est extrêmement dangereux car on divise la société au lieu d'aller dans le sens du progrès. Pardonnez-moi, mais quand vous dites, et après Gilles conclura, quand vous dites que Monseigneur Barbarin a dérapé, pourquoi ne pas dire tout simplement que ce sont ses convictions, qu'il est contre ? Quand on parle de zoophilie et d'inceste, j'appelle pas ça des convictions. J'appelle ça du dérapage. Quand on est un responsable, et je pense d'ailleurs qu'il a dérapé, clairement, puisqu'il a été condamné. Heureusement qu'il y a des prêtres moins médiatiques et des pasteurs et des rabbins qui sont venus dans mes débats et qu'on entend ici ou là, qui ont des positions beaucoup plus intelligentes et modérées. Toutes les institutions de toutes les églises se sont prononcées contre. Quand Gilles Bernheim a pris la position qu'il a prise, je crois qu'il s'est fait un peu tirer les bretelles aussi par quelques rabbins un peu plus progressistes. Gilles Leclerc. On change de sujet. Je rappelle que vous occupez de la culture à la mairie de Paris quand vous veniez hier soir.
Oui, mais enfin, vous êtes Je continue un peu avec le 104. spécialiste de ces questions-là. En tout cas, quand vous voyez cette image hier de Gérard Depardieu qui déclare qu'il va avoir la double nationalité, en tout cas russe et belge, ça vous fait quoi? Mais qu'il dit qu'il est français. Ça devient très compliqué. D'abord, je trouve absolument ridicule ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault, c'était en effet qu'il était inquiet et qu'il trouvait l'attitude, il n'a jamais parlé de l'homme, qu'il a trouvé l'attitude minable. Bon, il n'a pas jugé l'homme. Ensuite, si les hommes et les femmes politiques pouvaient arrêter leurs commentaires, moi je n'ai pas aimé les commentaires d'un certain nombre de ministres. J'ai entendu, je crois que c'est Madame Delaunay, Monsieur Hamon, faire des blagues que je n'ai pas trouvées dignes du rôle et du poste de ministre vis-à-vis de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, c'est un grand acteur, il est dans une situation romanesque, c'est un homme d'excès, moi je trouve que c'est un ami personnel, que je déteste qu'il aille en effet faire la campagne des Karimov. Vous lui avez en parlé ces derniers Ouzbékistan. jours? Non. Est-ce qu'il a parlé à François Hollande? Non, François Hollande, oui. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est le rôle de François Hollande de passer une demi-heure avec Gérard Depardieu. Je crois qu'il faut laisser Gérard Depardieu, comme l'a très bien dit son ancienne femme, Elisabeth Depardieu, c'est un homme qui est en demande d'amour, c'est un homme qui souffre. Arrêtons de faire des commentaires sur Gérard Depardieu. Les choses rentreront dans l'ordre tôt ou tard. C'est un homme que l'on aime et c'est un homme qui aime la France et qui reviendra en France. Il doit revenir donc. Il reviendra et quittera jamais la France, Gérard Depardieu. Voilà. Il payera ses impôts à l'extérieur? Et Poutine, il paiera ses impôts là où il résidera et là où il devra les payer. Dernier point qui est important, mais pardonnez-moi de vous répondre rapidement. Ce matin, dans les Échos, de plus en plus de responsables socialistes considèrent que l'affaire des 75% a fait pchit, que ça n'aura plus jamais lieu. Ah, plus jamais lieu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Malgré d'ailleurs le fait que Jérôme Cahuzac, hier soir sur France 2, a dit qu'un texte allait être préparé, mais au fond, il y en a de plus en plus qui disent cette affaire est une mauvaise affaire pour nous, il faut arrêter. Elle a été symboliquement très forte pour François Hollande dans la campagne. On le voit bien et je pense qu'elle a eu une efficacité très grande sur une partie de l'électorat. En revanche, ce que l'on sait, ce que j'ai cru lire, c'est que ces 75%, ce niveau de 75% ne rapporterait que 210 millions d'euros. Bon, maintenant, je me souviens aussi qu'un certain nombre de patrons français avaient écrit une tribune, je crois, dans Le Monde, pour demander à payer plus d'impôts. Voilà, donc en ce moment, on demande, le président de la République, le Premier ministre, une solidarité face à une situation économique qui n'est pas bonne. Christophe Girard était en direct avec nous donc, sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Merci, bonne journée à vous. Gilles, on se retrouve évidemment.